Je suis super heureux de l'enthousiasme que vous avez porté au premier épisode de M'aider Recherche. C'est super, j'ai eu beaucoup de réactions, des idées, des avis, des remarques constructives. Et dans ce deuxième épisode, je vais d'abord réagir à tout ce que j'ai reçu, et puis ensuite, je donnerai mes propres idées et quelques pistes de réflexion pour l'épisode suivant. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais d'abord rectifier certaines choses que j'ai pu dire dans le premier épisode, notamment une petite erreur et quelques imprécisions. Je vais commencer par parler de l'axiome de fondation. J'ai dit dans le premier épisode de M'aider Recherche que cet axiome faisait partie de la théorie de Zermelo-Fraenkel, la théorie ZF. Alors, en réalité, c'est à moitié faux, puisque ça dépend des auteurs. Certains auteurs disent que oui, ça en fait partie, d'autres disent que non. Alors, est-ce que ça nous dérange, ça, pour la théorie qu'on essaye de créer, la théorie des ensembles profonds? Bah non, pas vraiment. J'ai même envie de dire au contraire, puisque nous, justement, on n'en veut pas de cet axiome de fondation. Pour rappel, l'axiome de fondation nous dit qu'on ne peut pas créer de suite infinie d'appartenance décroissante. Et pour créer des ensembles profonds, de profondeur infinie, nous, on a justement besoin de pouvoir créer des suites infinies d'appartenance. Alors, il y a d'autres axiomes dont on pourra parler plus tard. On a par exemple l'axiome d'antifondation qui, grosso modo, nous dit exactement le contraire de l'axiome de fondation. Il nous dit qu'on a le droit de créer des suites infinies. Mais on a aussi le lemme de Mostovski, dont on reparlera peut-être aussi plus tard, qui généralise un peu cette idée-là. Je remercie donc Titouan Leclerc sur YouTube et Loris Redstone sur Discord pour cette précision toutefois importante. Titouan a aussi critiqué mon approche des axiomes, alors c'est vrai que je n'ai pas été très clair. Donc un axiome, d'après Wikipédia, c'est une proposition non démontrée utilisée comme fondement d'un raisonnement ou d'une théorie mathématique. Une proposition, c'est une phrase mathématique avec des symboles, des pour-tout, des il existe, des ensembles, et qui est soit vraie, soit fausse. En général, une proposition en mathématiques est intéressante lorsqu'elle est vraie. Évidemment, sinon on peut dire n'importe quoi qui est faux, du genre 1 égale 2. Mais ce qui est surtout intéressant en mathématiques lorsqu'on énonce une proposition vraie, c'est surtout la démonstration qui va avec. Toutes les mathématiques sont construites pour être vraies, mais chaque proposition et chaque théorème se démontrent. Alors en revanche, il y a quand même des propositions qui ne se démontrent pas, et ce sont les axiomes. Les axiomes servent en fait de piliers, ce sont les choses que l'on place au tout début d'une théorie mathématique, et ces axiomes ne peuvent pas se démontrer, tout simplement puisque pour démontrer quelque chose en mathématiques, on a besoin d'utiliser des arguments d'autres théorèmes que l'on aura créés précédemment. Mais comme lorsqu'on crée une théorie mathématique, les axiomes sont les premières propositions, il n'existe pas d'autres théorèmes que l'on pourra utiliser pour démontrer ces axiomes. C'est pourquoi on ne démontre pas des axiomes. J'ai aussi dit dans le premier épisode que la relation d'appartenance en théorie des ensembles était une relation axiomatique. Alors, qu'est-ce que j'ai voulu dire par là? Eh bien, j'ai simplement voulu dire que l'on ne prouve pas, on ne démontre pas l'existence et la bonne définition de cette relation. Les relations en mathématiques, tu en connais plein. Il y a la relation d'appartenance, mais toutes les autres relations qui mettent en relation, c'est le cas de le dire, deux objets mathématiques. Tu en connais plein d'autres, comme par exemple l'égalité, le symbole égal. T'as aussi strictement supérieur, inférieur ou égal, inclus. Et une relation, plus rigoureusement, ça peut être vu comme deux choses. Soit ça peut être vu comme un ensemble de couples, mais une relation peut aussi être vue comme une fonction qui renvoie en fait une valeur booléenne, c'est-à-dire qui renvoie vrai ou faux. Alors ici, quand je parle de relation axiomatique, c'est plutôt cette deuxième définition que je vais utiliser. Donc je ne prouve pas l'existence de l'appartenance, on part du principe que cette relation existe, et je ne démontre pas la bonne définition de cette fonction, je ne montre pas que cette fonction est bien définie. C'est-à-dire que je ne vais pas montrer que si je prends deux objets mathématiques, que je les compare à l'aide de la relation et que je vérifie si c'est vrai ou faux, je ne vais pas vérifier que ça va forcément me renvoyer l'une des deux valeurs, que c'est une fonction déterministe. Mais en théorie des ensembles, finalement, on aurait très bien pu choisir une autre relation comme relation axiomatique. On aurait très bien pu choisir par exemple la relation d'inclusion. Mais bon, très honnêtement, c'est quand même un peu bizarre de se baser sur la relation d'inclusion pour définir la relation d'appartenance. Alors ensuite, sur Discord, on m'a dit que ce type de série, la série M'aider Recherche, n'était pas nouveau et que Michael Launay, le célèbre vulgarisateur, avait déjà fait cette série sur une opération qui était avant l'addition, de la même façon que l'addition était avant la multiplication ou la multiplication avant la puissance. Alors c'est vrai que Michael Launay a déjà parlé de ce sujet-là. C'était d'ailleurs mon sujet de grand oral de mathématiques au baccalauréat. Je te mets d'ailleurs une vidéo qui en parle juste ici. Mais très honnêtement, ce qu'avait fait Michael Launay, ce n'est quand même pas une série. Il avait simplement publié une vidéo de quelques minutes dans laquelle il posait une question à ses abonnés, de manière à ce que ces derniers fassent des recherches. Et puis ensuite, Michael Launay avait répondu à quelques commentaires
et quelques idées qu'il avait reçues en plein milieu d'un live qui n'avait aucun rapport. Moi, ce que je vous propose à travers cette série est quand même très différent. Bref, assez parlé, on va rentrer dans le vif du sujet, mais avant ça, générique. Salut, bienvenue dans ce deuxième épisode de M'aider Recherche. Et comme une série sur la recherche mathématique, ça prend du temps et le temps c'est de l'argent, il est donc temps pour moi de vous présenter notre sponsor du jour. Il y a quelque temps, j'ai contacté l'entreprise Numworks, que tu connais sûrement très bien puisque c'est l'entreprise française numéro 1 de fabrication de calculatrices. Et ils m'ont gentiment proposé une interview afin de faire un peu parler de la chaîne, que ce soit sur leur blog ou leurs réseaux sociaux. Dans cette interview, je parle des coulisses de ta chaîne de maths préférée. Si ça t'intéresse, je te la mets dans la description. Mais en attendant, je me suis chargé de vous faire la promotion de leur émulateur 100% gratuit. Un émulateur, c'est quoi? Eh bien, un émulateur, c'est simplement un logiciel qui va reproduire à l'identique, ou du moins quasiment, le fonctionnement d'une machine. Et Numworks propose son émulateur totalement gratuit que tu peux télécharger sur ton ordinateur ou même sur ton téléphone portable. Regardez comme c'est beau, c'est propre, c'est élégant. Numworks, c'est facile d'utilisation. L'interface est franchement propre et moderne, et en plus, c'est français. Cocorico. Bien évidemment, je te mets le lien de téléchargement de l'émulateur dans la description. Encore un grand merci à Numworks, et quant à nous, on revient sur les maths. Pour commencer, on va donc parler de vos réactions autour du sujet, autour de la théorie des ensembles profonds que l'on essaye de créer. Alors le premier commentaire provient de Maël Ostetler qui me dit: intéressant, par contre, je ne sais pas comment tu vas faire grand chose dans ce genre d'ensemble, parce que sans l'axiome du choix, tu n'auras aucune propriété intéressante sur des ensembles profonds ordonnés. Du coup, ça veut aussi dire pas de raisonnement inductif, puisque ton ordre n'est pas bien fondé. Tu dois certainement pouvoir faire des formules sur intersection et union finies pour les profondeurs finies. Et est-ce que tu peux avoir des fonctions bien définies sur ton ensemble profond? Tout d'abord, Maël, merci pour ton commentaire. Alors premièrement, ce n'est pas l'axiome du choix que l'on va supprimer dans cette théorie, mais bien, comme je l'ai dit dans l'introduction, l'axiome de fondation. Il y aura aussi le schéma d'axiomes de compréhension qui regroupe en réalité une infinité d'axiomes. Ce schéma d'axiomes va quand même nous poser problème, on en reparlera évidemment plus tard. Par contre, l'axiome du choix, lui, on va le garder puisqu'effectivement, il va nous être très important pour certaines choses que l'on va vouloir faire sur des ensembles de profondeur effectivement infinis. Pour les ensembles de profondeur finis, pas de problème puisque finalement, ça restera uniquement des ensembles classiques, en théorie des ensembles ZF avec axiome de fondation, mais effectivement avec la profondeur infinie, là on va avoir besoin de certaines choses que seul l'axiome du choix peut nous apporter. Ensuite, est-ce que je peux avoir des fonctions bien définies sur mes ensembles profonds? Là encore oui, pas de problème, on va même en citer quelques-uns au cours de cette deuxième vidéo. J'ai ensuite un commentaire de Hector Bloctos qui me dit: je ne sais pas vous, mais moi j'ai du mal à comprendre la théorie des ensembles. C'est comme si on essayait de rassembler des chats et des poissons dans un même sac et d'en faire un gloubi-boulga mathématique, ça ne pourrait que partir en queue de poisson. Très joli jeu de mots. Premièrement, pas de panique, tu vas voir que la théorie des ensembles que l'on va faire va rester quand même simple et franchement super sympa. Ce qui est génial en théorie des ensembles, c'est que l'on fait un peu des méta-mathématiques. C'est-à-dire que l'on ne s'intéresse pas réellement à des propriétés ou des résultats calculatoires, analytiques, algébriques, mais on s'intéresse plutôt à la structure et au fonctionnement même des mathématiques. Ensuite, le principe même de la théorie des ensembles, c'est de réunir quand même des objets qui ont un point commun. En théorie des ensembles, on ne mélange jamais les chats et les poissons, à moins de leur trouver un point commun, qui est par exemple celui d'être un animal. Mais tu verras, je vais même parler juste après de théorie des catégories, de théorie des classes, ou même de théorie des types, qui sont des théories qui rassemblent encore mieux les objets, qui rangent encore mieux les mathématiques. Donc justement, un message de Sunmi sur Discord, qui me dit que si je cherche à généraliser la théorie des ensembles, je devrais regarder du côté de la théorie des catégories. Alors ça tombe bien, donc c'était dans mes projets, mais à la base je ne comptais quand même pas en parler dans cet épisode, mais bon, puisque tu me le proposes, allons-y. Alors quand même, avant on va parler de théorie des classes, qui est très importante pour comprendre la théorie des catégories. Une classe en mathématiques, en fait c'est un ensemble, mais à la différence près qu'une classe peut ne pas être vue comme un objet mathématique.
Je m'explique. Tu sais très bien qu'un ensemble peut contenir des éléments, mais peut lui-même faire partie d'un ensemble encore plus grand. Un ensemble peut donc appartenir à d'autres ensembles. Voici des exemples tout bêtes d'ensemble d'ensemble. Le premier, on voit bien qu'on a l'ensemble vide qui appartient à l'ensemble qui contient l'ensemble vide. Le deuxième, l'ensemble des entiers naturels qui appartient à l'ensemble de ses parties. Et enfin, le dernier, le singleton 18, l'ensemble qui contient uniquement 18, il appartient à l'ensemble des ensembles inclus dans R, dont le cardinal vaut 1. Bon, le troisième ensemble, c'est simplement l'ensemble des singletons formés par des éléments de R. Ces trois exemples-là nous montrent bien qu'on peut bien avoir des ensembles qui appartiennent à d'autres ensembles. En revanche, pour les classes, c'est différent. En fait, il y a deux types de classes, les classes propres et les classes impropres. Les classes propres, ce sont comme des ensembles, c'est-à-dire des trucs qui contiennent des éléments, mais qui, en revanche, ne peuvent pas appartenir à d'autres ensembles ou à d'autres classes. Une classe propre n'est donc pas un objet mathématique, puisqu'on ne peut pas la prendre, on ne peut pas la collectionner. Mais nous, ce ne sont pas les classes propres qui nous intéressent dans notre théorie, ce sont les classes impropres, c'est-à-dire les ensembles qui peuvent contenir d'autres ensembles. Puisqu'en fait, une classe impropre, c'est simplement un ensemble, c'est la même chose. Ensuite, la théorie des catégories, c'est donc un peu plus compliqué. Alors, pour faire simple, une catégorie, c'est une structure mathématique qui va étudier d'autres structures mathématiques. Les éléments étudiés dans une catégorie, ça peut être plein de trucs, ça peut être des ensembles, mais ça peut être aussi d'autres structures, comme des structures algébriques, telles que les groupes, les anneaux, les corps, ou même aussi les espaces vectoriels. Il existe donc la catégorie des groupes, la catégorie des espaces vectoriels. Et donc en plus d'étudier ces structures-là, on vient y ajouter d'autres objets qui font un peu la passerelle entre tout ça. Donc plus rigoureusement, une catégorie, c'est la donnée de plusieurs choses. Pour définir une catégorie, on a donc besoin d'une classe qui contient les objets ou les structures que l'on étudie. Donc là, je parle bien de classe, donc en réalité de classe propre. Alors pourquoi on parle de classe propre et non pas d'ensemble ? Tout simplement parce que si je veux faire par exemple l'ensemble de tous les ensembles, ça on a vu que c'était pas possible en théorie des ensembles avec axiome de fondation. On ne peut donc pas créer facilement un ensemble de tous les ensembles, puisqu'un tel ensemble se contiendrait lui-même. C'est pourquoi le truc qui rassemble tous les ensembles, ça ne peut pas être un ensemble, on est donc obligé de faire ce distinguo, et donc d'avoir une classe, ici une classe propre. Alors on a aussi une classe de fonctions que l'on appelle des morphismes, qui vont en fait, pour faire simple, transformer les structures en d'autres structures, en suivant évidemment certaines règles. On a aussi deux autres fonctions qui à chaque morphisme associent un objet de notre classe de structure. On a un morphisme neutre que l'on appelle l'application identité, c'est simplement la fonction qui à x associe x, et une loi de composition de morphisme que l'on appelle tout naturellement composition, waouh, comme c'est original, et qui vérifie certaines propriétés comme l'associativité ou l'admission de l'application identité en guise d'élément neutre. Alors n'essaye pas de comprendre tout ce que je viens de te dire, c'est pas très important pour la suite, pour comprendre le reste de notre série. La seule chose qu'il faut quand même retenir concernant les catégories, c'est qu'il existe, comme je l'ai dit, une catégorie dont les structures étudiées sont les ensembles. La théorie des catégories nous permet donc de considérer tous les ensembles en même temps, comme un bloc, là où, comme je l'ai dit, en théorie ZF avec axiome de fondation, il nous est impossible de créer un ensemble de tous les ensembles. Ensuite, on a aussi la théorie des types, ça c'est encore autre chose, c'est une alternative à la théorie des ensembles qui est surtout utile en logique et en informatique, et même si c'est très intéressant, je ne vais pas rentrer bien évidemment dans les détails. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet et nous allons clairement parler de profondeur des ensembles. Bien, on va commencer par prendre un ensemble E, et on va noter des seg de E, l'ensemble suivant. Alors là, tu vas me dire, mais Médéric, qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça a l'air quand même vachement compliqué. Alors tout d'abord, des seg de E, ça veut dire quoi? Ça veut simplement dire depth sequences, depth en anglais ça veut dire profondeur, et sequences ça veut dire suite. Alors je précise quand même que ici on va faire l'amalgame entre suite et famille, ça va être globalement la même chose, même si en général quand on parle de suite en mathématiques, ce sont des familles infinies. Mais bon, ici on va confondre les deux notions, c'est pas très important. Et notre ensemble, qu'est-ce qu'il contient?
on comprend bien que ici l'objet principal c'est ceci et ceci, puisqu'on a ici une union, donc ce sont bien des suites ou des familles, on s'intéresse ici à des familles, et on a des propriétés sur ces familles. Alors notre ensemble est défini en deux parties, on va d'abord s'intéresser à la première partie. La première partie, on nous dit qu'on a l'ensemble des familles xk, où k est un entier entre 0 et n, x0 est égal à e, et pour tout k entre 0 et n-1, xk plus 1 appartient à xk. Ça veut simplement dire que le premier élément de notre suite, ça doit être e, le même e qu'on a défini juste au-dessus. Et on nous dit qu'ensuite, chaque terme de la suite doit appartenir au terme précédent. Et puis pour la deuxième partie de notre ensemble, ici, c'est simplement la même chose, on a ici les mêmes propriétés, à la différence près que k, il n'est pas entre 0 et n, mais k appartient simplement à l'ensemble des entiers naturels. Ça, c'est simplement pour pouvoir considérer, en fait, les familles infinies, puisque tu vois que dans notre première partie, on a uniquement des familles finies, alors qu'ici, on a des familles infinies. En fait, notre ensemble ici, d sec de e, c'est simplement l'ensemble des suites sous cette forme-là, avec e qui a pour élément x1, qui a pour élément x2, etc. Je t'ai déjà parlé de ce genre de suite dans le premier épisode. Voici donc un ensemble E, et on va essayer de déterminer d sec de E, c'est-à-dire l'ensemble de toutes les suites d'appartenance décroissantes d'éléments de E. Alors quand je dis d'éléments de E, ça peut être les éléments de E, mais aussi les éléments des ensembles qui appartiennent en profondeur à E, évidemment. Alors évidemment, comme cet ensemble, on voit bien que ici il est de profondeur finie, on va évidemment traiter uniquement le premier cas, c'est-à-dire que la deuxième partie de notre ensemble, ici on ne va pas la considérer, puisqu'évidemment, ici ça ne nous intéresse pas. Mais du coup, pour la première partie de notre ensemble, ici on va regarder ce qui se passe pour n. On va d'abord traiter le cas où n est égal à 0. Pour n égale 0, on a quoi comme suite, donc, avec du coup un seul élément, puisque n varie entre 0 et 0. Là, on a la suite qui contient uniquement e, puisqu'on a une propriété sur x0, c'est que x0 doit nécessairement être égal à e. Donc bien sûr, on a la suite qui contient uniquement E. Alors pour les autres familles, le premier élément sera toujours E, donc on peut déjà pré-remplir, on sait qu'on aura forcément E. Maintenant, on va traiter le cas n égale 1, et là on va avoir beaucoup de cas à traiter. On sait que x1 doit appartenir à x0, donc en fait x1 doit appartenir à E. Quels sont tous les éléments qui appartiennent à E? Les éléments de E. Autrement dit, il y a 1, il y a 2, il y a l'ensemble qui contient 3, et il y a l'ensemble qui contient 4 et l'ensemble qui contient 5. Donc on peut créer quoi comme famille? La famille E, puis 1. On peut créer aussi la famille E, puis donc 2. Ensuite, la famille qui contient E et l'ensemble qui contient 3. Et enfin, la famille qui contient E et l'ensemble qui contient 4 et l'ensemble qui contient 5. Bref, ça c'était le cas n égale 1. Maintenant, pour traiter le cas n égale 2, il faut simplement raisonner de façon inductive, c'est-à-dire regarder les cas précédents, regarder le cas n égale 1 et essayer de vérifier ce qu'on peut construire en partant du cas n égale 1. Alors, en partant du cas n égale 1, on a construit 4 familles, celle-ci, celle-ci, celle-ci et celle-ci. Est-ce qu'on peut continuer d'agrandir cette famille? Non, puisque 1 c'est un nombre, ce n'est pas un ensemble. On ne peut évidemment pas avoir un autre élément, un autre objet qui appartient à 1, ça ne veut rien dire, appartenir à 1. Même chose pour cette famille-ci, un objet qui appartient à 2, ça ne veut rien dire. En revanche, pour les deux autres familles, là on peut continuer à agrandir la suite, puisqu'ici, on peut très bien avoir 3 qui appartient à l'ensemble qui contient 3, ça marche. Voilà, ici on a agrandi cette famille. Et puis il nous reste cette famille-ci à agrandir. Est-ce qu'on peut continuer? Bien sûr que oui. Par exemple, on pourrait continuer avec 4, mais on pourrait aussi continuer avec le singleton qui contient 5. Donc évidemment, on va traiter les deux cas, puisque là, on a deux familles à créer. La famille donc qui contient E, puis l'ensemble qui contient 4 et le singleton 5, tac, comme ceci. Puis on va rajouter du coup 4. Et la deuxième famille que l'on crée en partant de celle-ci, c'est simplement cette famille-ci. On vérifie que toutes les familles qu'on a créées pour l'instant sont cohérentes. On regarde à partir de celle-ci. Est-ce qu'on a bien 3 qui appartient au singleton 3? Oui, évidemment, 3 appartient au singleton 3, ça c'est évident. Est-ce que le singleton 3 appartient à E? Là, bien sûr, il fait partie de notre ensemble. Pour cette famille-ci, est-ce que 4 appartient à l'ensemble qui est écrit ici? Évidemment. Et puis, est-ce que cet ensemble appartient à E? Évidemment aussi. Et enfin, le dernier, ici, est-ce que le singleton 5 appartient bien à
cet ensemble? Oui. Est-ce que cet ensemble appartient bien à E? Bien sûr. Donc c'est bon, pour l'instant, c'est cohérent avec notre définition. Maintenant, est-ce qu'on peut continuer? Est-ce qu'il y a certaines familles que l'on peut encore agrandir? Eh bien, on arrive donc au cas n égale 3, et là, oui, effectivement, on peut bien continuer à agrandir notre ensemble, puisque regarde cette famille-là, on peut l'agrandir, puisqu'on a comme dernier élément un ensemble qui contient ici un élément qui contient, en l'occurrence, 5. Donc on peut très bien rajouter ici le nombre 5 à cette famille, et c'est ce qu'on va faire. Voilà, j'ai réécrit cette famille-là en rajoutant le nombre 5. Est-ce qu'on peut continuer à agrandir cette famille? Bah non, c'est fini, hein, le dernier élément n'est pas un ensemble, donc on ne peut plus rien faire. On se rend bien compte ici qu'on a terminé de déterminer l'ensemble des secs de E ici en extension, donc on peut ici fermer l'accolade, on a fini. Voilà ce que c'est des secs de E. On peut donc définir la profondeur plus rigoureusement. La profondeur d'un ensemble E, que l'on note dep à nouveau pour depth, hein, la profondeur en anglais, c'est égal à la borne supérieure des entiers naturels n, tel qu'il existe une famille xk pour k variant de 0 à n dans notre ensemble des secs de E. Alors pourquoi j'ai mis une borne supérieure et pas un maximum? Eh bien tout simplement pour pouvoir considérer les profondeurs infinies, puisqu'on sait très bien qu'on va pouvoir créer des suites infinies hein, avec l'axiome de fondation que l'on a viré de notre théorie. Mais bien évidemment, si on considère uniquement des ensembles de profondeur finie, on pourrait très bien mettre un max à la place d'un sup. Bon, et du coup, avec l'exemple qu'on avait juste avant, c'était quoi la profondeur de notre ensemble? Eh bien c'est très simple, la plus grande famille qu'on a réussi à créer, c'était la toute dernière, hein, qui contenait 4 éléments. Il y avait effectivement 4 termes dans notre famille. Mais comme, attention, il y a bien un petit décalage, on commence effectivement à 0 et non pas à 1, la profondeur de notre ensemble, ce n'était donc pas 4, mais c'était donc 4 moins 1, d'accord? C'était donc 3. Un autre moyen de définir la profondeur d'un ensemble, c'est d'utiliser une approche algorithmique. Voici un algorithme que j'ai appelé M, me demande pas pourquoi, et qui prend en entrée E. Donc cet algorithme est écrit en langage naturel, hein, c'est-à-dire indépendamment d'un quelconque langage de programmation. Alors si E est égal à l'ensemble vide, on renvoie 1. D'accord, très bien, donc à ce moment-là, la fonction s'arrête, et le résultat final de notre algorithme, c'est donc 1. Alors sinon, on vérifie s'il existe X dans E. Est-ce qu'il existe un élément dans notre ensemble? Alors la question est sûrement un peu triviale. Si E est un ensemble et qu'il est non vide, il y a forcément des éléments dedans. Ouais, mais attention, l'algorithme ici ne prend pas forcément en entrée un ensemble E, hein, c'est-à-dire que E peut être en fait n'importe quel objet mathématique. Ça c'est simplement pour pouvoir définir la profondeur d'un objet qui n'est pas un ensemble. Donc s'il existe un élément dans E, dans ce cas on choisit en fait un élément aléatoirement et de manière uniforme que l'on appelle X, hein, d'accord, dans notre ensemble E. Donc uniformément ça veut dire qu'il y a autant de probabilités de choisir un élément ou un autre. Par exemple si E c'est l'intervalle de réel 0, 1, il y a autant de chances de choisir 1/2 que de choisir pi sur 6 ou racine de 3 sur 2. Ensuite, on initialise une variable n, d'accord, on l'initialise à quoi? Ben simplement à m de x, au résultat de m de x. Alors là, il y a deux choses qui peuvent te choquer. La première chose, c'est que n, on ne le réutilise pas. En fait, ici, c'est simplement un problème de typage, c'est-à-dire que notre algorithme, à chaque fois, il renvoie en fait un nombre, il renvoie un entier, un 1 ou 0, tu le vois bien. Le problème, c'est que si on avait écrit simplement m de x ici, dans une ligne, bah ça voulait pas dire grand chose, parce que qu'est-ce qu'on aurait fait en fait de ce m de x? Il faut bien le mettre quelque part, puisque d'un certain côté, ce m de x, bah c'est un nombre, c'est un entier. Si en plein milieu d'une conversation avec toi, je te sors 15... Mais vous êtes un peu climato-hypocrite. 2015. Ben là, tu vas te demander, qu'est-ce que ça veut dire 15? Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Ben en informatique, ça serait pareil, hein. Si on avait écrit simplement m de x, ça voudrait dire que dans une ligne ici de notre code, on aurait simplement écrit 1 ou 0. Ça veut rien dire. Mais cette variable n, ne t'en occupe pas, du coup, elle va effectivement pas nous servir. La deuxième chose qui peut donc te choquer, c'est en fait qu'on utilise m dans sa propre définition. Bah oui, on est toujours en train de définir notre algorithme m, et on l'utilise à l'intérieur. Bon, si t'as fait NSI au lycée ou que t'as fait un peu tes études dans l'informatique, ça devrait pas te choquer. En fait, ce qu'on fait ici, c'est ce qu'on appelle un appel récursif, d'accord, hein, c'est le fait justement d'utiliser la fonction dans sa propre définition. Et ça, en informatique, ce n'est pas choquant, on le fait souvent. Et donc, à la fin de cette branche, on renvoie 1. Et si jamais on est dans aucun des deux cas, c'est-à-dire si E n'est pas l'ensemble vide et s'il n'existe pas d'élément dans E, eh bien dans ce cas-là, on renvoie 0. Et cela signe la fin de notre algorithme.
On peut donc maintenant définir la profondeur de la façon suivante. Dep de E, donc la profondeur de E, c'est égal à 0 si M termine toujours sur E et M de E est égal à 0. Alors qu'est-ce que ça veut dire que M de E termine toujours ou que M termine toujours sur l'entrée E? Ça veut dire que quoi qu'il arrive, si on exécute M de E, eh bien ça va finir en un temps fini. Mais ça c'est évident avec la deuxième condition, si on a M de E qui est égal à 0, forcément ça voudra dire qu'à un moment donné notre algorithme aura renvoyé 0, donc il sera arrivé ici, et donc la fonction se serait évidemment terminée. Donc si jamais dep de E est égal à 0, ça veut simplement dire que en fait notre objet E n'était pas un ensemble. En revanche, ce qui est plus intéressant, c'est le deuxième cas, c'est le cas où dep de E est égal à plus l'infini. Donc ça vaut plus l'infini si M de E ne termine pas toujours. Alors pourquoi déjà je précise toujours, et pourquoi surtout ne termine pas? Eh bien parce qu'il existe des cas où notre algorithme, ici notre fonction, ne va pas terminer. Dans quel cas? Eh bien dans le cas où justement notre ensemble est de profondeur infinie, et aussi ça dépend des choix que l'on fait, des choix d'éléments X que l'on fait dans notre ensemble. Puisque ces choix à chaque fois sont aléatoires, il est possible parfois avec un ensemble de profondeur infinie, parfois de tomber sur une fonction qui termine et parfois sur une fonction qui ne termine pas. Alors que l'ensemble de départ, que notre entrée E est la même. Mais c'est juste ce choix aléatoire que l'on fait qui détermine parfois si la fonction termine ou pas. Donc si jamais il existe des cas où la fonction ne termine pas, c'est-à-dire s'il existe des choix que l'on peut faire de façon à ce que l'algorithme ne termine pas, autrement dit, s'il existe une suite d'éléments X infinis, une famille infinie, dans ce cas, ça voudra dire que la profondeur de notre ensemble, c'est plus l'infini. Et enfin, dans le dernier cas, on renvoie le maximum des profondeurs des éléments de E plus 1. Donc ça, c'est une autre façon de définir la profondeur d'un ensemble. Alors attention, il y a quand même une petite subtilité, c'est pour l'ensemble vide. Dans la définition qu'on avait tout à l'heure, la profondeur de l'ensemble vide, c'était 0. Et oui, parce qu'on pouvait construire une suite avec un seul terme, simplement le terme ensemble vide. On ne pouvait pas agrandir cette suite puisque aucun élément n'appartient à l'ensemble vide. Et donc la profondeur, du coup, c'est pas 1 comme il y a un décalage, c'était 1 moins 1, c'est-à-dire 0. En revanche, avec cette nouvelle définition, la profondeur de l'ensemble vide, ce n'est plus 0, mais cette fois-ci, c'est 1. Alors ça, comment on peut le constater? Eh bien évidemment, si E est l'ensemble vide, on se retrouve dans cette branche-là. C'est-à-dire que dans notre définition, on se retrouve dans le troisième cas. Le problème, c'est qu'on aurait donc un maximum sur l'ensemble vide, sur tous les éléments de l'ensemble vide. Mais il n'y a pas d'éléments dans l'ensemble vide. On fait comment? Eh bien c'est là qu'on fait appel à ce qu'on appelle l'élément neutre d'une opération. Tu sais que 0 c'est l'élément neutre de l'addition, puisque n'importe quoi plus 0, ça fait ce même n'importe quoi. L'élément neutre de la multiplication c'est 1. Eh bien pour le maximum, l'élément neutre c'est moins l'infini. Puisque le maximum de moins l'infini et d'un autre nombre x, c'est x, puisque moins l'infini en fait c'est le truc le plus petit possible. Donc quel que soit l'élément x que tu choisis, il sera forcément plus grand que moins l'infini. Alors du coup on pourrait dire que la profondeur de l'ensemble vide c'est moins l'infini, sauf qu'ici non, on va utiliser une autre convention sur le maximum, c'est que comme les profondeurs sont forcément des entiers positifs, oui, une profondeur c'est positif, on peut pas avoir un ensemble de profondeurs négatives. Eh bien on peut considérer ici que 0 est un élément neutre pour notre maximum, à condition de ne considérer que les nombres évidemment positifs. Et avec cette convention là, eh bien ça marche, on a juste à remplacer du coup le maximum ici par 0, si E c'est l'ensemble vide, et 0 plus 1 ça fait 1, et donc la profondeur de l'ensemble vide ici ça serait donc 1. Bon évidemment ça c'est une convention que l'on choisit, on pourrait choisir une autre convention, on pourrait par exemple choisir moins 1 pour le maximum sur l'ensemble vide, à ce moment là on aurait 0 pour la profondeur de l'ensemble vide. Le problème c'est que personnellement je préfère avoir la convention que la profondeur de l'ensemble vide ce soit 1, tout simplement pour pouvoir distinguer ce qui est un ensemble et ce qui ne l'est pas. Puisque si la profondeur de l'ensemble vide c'est 1, eh bien on saura que tous les ensembles ont une profondeur non nulle, tous les ensembles auront une profondeur qui vaut au minimum 1. Et les autres objets mathématiques qui ne sont pas des ensembles, ça sera donc 0. Et donc ça peut faire l'objet de notre première proposition que l'on peut démontrer, mais honnêtement que l'on va pas faire puisqu'ici c'est direct. La proposition que je te donne c'est un objet mathématique est un ensemble si et seulement si sa profondeur est non nulle. Comment on peut le démontrer? Ici c'est simplement par définition, on regarde ce truc là, on regarde
ce truc-là. Et là, direct, c'est évident. Maintenant qu'on a bien parlé de la profondeur, qu'on a donné de superbes définitions, on va donner quelques propositions ou quelques théorèmes que l'on va donc essayer de démontrer. La première proposition, donc je te l'ai donnée juste avant, ok, c'est fait. La deuxième proposition que je peux te donner, c'est que la profondeur n'est pas calculable. Alors c'est quoi une fonction calculable? Eh bien, alors ça c'est la définition que nous donne Wikipédia. Intuitivement, une fonction f est une fonction calculable s'il existe une méthode précise qui, étant donné un argument x, permet d'obtenir l'image f de x en un nombre fini d'étapes. Et ça c'est important, cette histoire de nombre d'étapes fini. En fait, une fonction f est calculable simplement s'il existe un algorithme qui peut être exécuté par une machine, donc par un ordinateur, et qui avec n'importe quelle entrée x calcule donc l'image de x par la fonction f. Le gros problème se pose entre autres pour des ensembles infinis, puisqu'effectivement si on prend un ensemble infini, on est obligé, puisqu'on a un maximum qui traite tous les éléments de notre ensemble, on est obligé de vérifier pour chacun des éléments de l'ensemble. Quand je dis de vérifier, on est obligé de calculer la profondeur de chacun de ces éléments et de vérifier parmi toutes ces profondeurs quel est le maximum. Le problème c'est qu'ici il faudrait évidemment un nombre infini d'étapes, puisque dans les ensembles infinis, il y a une infinité d'éléments. Et ça évidemment ça contredit la définition de ce qu'est une fonction calculable. On ne peut donc pas calculer, du moins avec une machine, avec un ordinateur, la profondeur de n'importe quel ensemble. En revanche, bien évidemment, un être humain a priori peut le faire, puisque lorsqu'on définit un ensemble dans la vie de tous les jours, enfin dans la vie mathématique quotidienne, on définit souvent les ensembles par compréhension, donc ça nous donne une propriété sur les éléments et souvent on peut voir assez facilement si cet ensemble est de profondeur finie ou non. Alors on verra plus tard des conditions nécessaires et suffisantes en termes de restrictions pour que la profondeur soit calculable. Bien, nouvelle proposition, la voici. Dep du singleton E, c'est égal à dep de E plus 1. Alors attention, je précise ici, on va partir du principe évidemment que plus l'infini plus 1, ok, c'est égal à plus l'infini. Ça, c'est quelque chose qu'on fait souvent en maths avec les infinis. Et si j'écris ceci, c'est simplement pour pouvoir considérer plus facilement les ensembles de profondeur infinie, puisque notre définition du coup avec le maximum comme on avait tout à l'heure, fonctionne aussi très bien du coup avec les ensembles de profondeur infinie. Mais du coup, dans le cas général, on a le maximum pour x qui appartient au singleton E des dep de x plus 1. Sauf qu'évidemment, dans le singleton qui contient E, justement, c'est un singleton, donc il n'y a qu'un seul élément, il n'y a que E. Du coup, on peut simplement remplacer x par E, d'accord? Donc on a le maximum de dep de E plus 1, mais le maximum d'un seul truc, c'est simplement ce truc, d'accord? Donc on peut ici supprimer max, on a simplement dep de E plus 1, ok? Donc ici, la démonstration était quand même super simple. Maintenant, on va introduire l'inclusion. F est inclus ou égal à E, donc c'est l'inclusion large, ça peut être égal à E. Ça implique que la profondeur de F est plus petite que la profondeur de E. Bien, on commence par supposer F inclus dans E. On a donc la profondeur de F qui est égale par définition donc au maximum pour tous les éléments x dans F de dep de x plus 1. Maintenant, on va utiliser une propriété sur le maximum qui nous dit que pour tout élément A est plus petit que le maximum entre A et B. Et nous allons utiliser cette propriété sur cet objet-là, sur le maximum des dep de x. J'ai donc introduit deux maximums, c'est-à-dire un nouveau maximum qui fait office donc de la propriété qu'on avait écrite juste avant. Et le deuxième maximum que j'ai introduit, il est totalement arbitraire, mais bien évidemment, je ne l'ai pas choisi au hasard. C'est le maximum pour les x dans E de dep de x. Alors pourquoi j'ai fait ça? Eh bien pour deux raisons. Tout d'abord pour introduire une inégalité, puisque évidemment dans notre formule on a une inégalité, et puis pour introduire E, parce que jusqu'ici on n'avait pas encore de E. Ici ça y est, on a enfin E qui apparaît, et donc peut-être qu'en simplifiant, on pourra obtenir dep de E. Et effectivement là il y a des choses qui vont se simplifier. Pourquoi? Parce qu'ici on a un maximum de deux maximums. Alors ici on comprend bien l'idée, on a un maximum sur un ensemble F et un maximum sur un ensemble E. On peut donc voir ces deux maximums là comme des maximums locaux, le maximum local sur F, le maximum local sur E, et ce maximum là, le maximum qui regroupe les deux, c'est donc un maximum global. C'est donc un maximum sur F et sur E, et on prend le maximum des deux. C'est donc le maximum d'une union, de l'union des deux ensembles E et F. Et donc tout ça, on va pouvoir le simplifier en écrivant effectivement une union. Voilà, c'est donc le maximum des profondeurs de x pour x dans E union F, le tout plus 1 évidemment. Sauf que F, il est inclus dans E. Donc E union F, si F est inclus dans E, E union F, c'est simplement le plus grand des deux, c'est-à-dire E. On peut donc simplifier E union F simplement en E.
Et puis là, ça y est, ça fait tilt, on reconnaît la profondeur de E, dep de E. Donc ici, on a bien égalité, on a dep de E. Donc on relie tout ce qu'on a fait, on a bien égal, inférieur ou égal, 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 égal. Donc dans la globalité, dep de F est plus petit que dep de E si on a supposé F inclus dans E. Donc on a bien démontré ici notre implication. Une autre proposition, la voici, la profondeur de l'ensemble des parties de E est égale à la profondeur de E plus 1. Alors tu vas voir, la démonstration est sympa puisque on va utiliser en fait les deux propositions qu'on a démontrées juste avant. En fait, il faut simplement remarquer que quel que soit x dans P de E, x est inclus dans E. Bah oui, par définition, puisque P de E, c'est l'ensemble des ensembles inclus dans E. Du coup, par la proposition qu'on a démontrée juste avant, la profondeur de x est plus petite que la profondeur de E, hein, ça on l'a démontré juste avant, on s'en souvient. Et encore avant, on a démontré une proposition sur la profondeur des singletons, qui nous dit simplement que la profondeur d'un singleton, c'est simplement égal à la profondeur de l'élément du singleton plus 1. Bon, ici c'est un peu le contraire qui se passe, on a d'abord l'ensemble E et puis ensuite on fait intervenir le singleton, donc il y a un moins 1 qui apparaît, mais en passant le moins 1 dans l'inégalité de l'autre côté, bah, ça devient un plus 1, c'est pour ça qu'ici on a dep de x plus 1. Ensuite on fait à nouveau intervenir la définition de la profondeur, là encore dans le cas général, hein, en supposant que ça marche aussi pour les profondeurs infinies, hein, où plus l'infini plus 1 ça fait aussi plus l'infini, et à partir de là on peut utiliser l'astuce qu'on a utilisée tout à l'heure, c'est-à-dire que tout à l'heure on avait deux ensembles qu'on a réunis, on a formé une union, là on va faire un peu le contraire, on va séparer l'union en deux ensembles. Donc j'explique très brièvement ce que j'ai fait. Bah, ici j'ai simplement séparé le maximum en deux, avec ici l'ensemble des parties de E privées du singleton E, alors que là j'ai le singleton E, si je fais la réunion des deux, bah, j'obtiens bien effectivement l'ensemble des parties de E. Et bien évidemment dans le singleton qui contient E, il n'y a qu'un seul élément, c'est E, donc ici j'ai simplement supprimé le maximum pour simplement remplacer x par E, et j'ai ici simplement dep de E. Sauf que ici, eh bien j'ai plusieurs choix possibles, soit je peux simplement distribuer le plus 1, je peux le mettre ici, je peux le mettre ici, et faire apparaître le singleton qui contient E, afin d'utiliser ceci, soit en fait je peux directement travailler sur tout ce que j'ai là, et utiliser simplement ce que j'ai ici. Puisqu'en fait, quel que soit x dans P de E privé du singleton E, eh bien x évidemment est inclus dans E, par définition de P de E. Donc évidemment ici dep de x va être plus petit que dep de E, et donc par propriété sur le maximum ici, celui qui va l'emporter c'est évidemment dep de E. Donc bien entendu ici on peut simplifier tout ça et écrire tout simplement dep de E, la profondeur de E, sans oublier bien sûr le plus 1 à la fin. Bon alors finalement en choisissant cette technique, en ne faisant pas apparaître de singleton en distribuant le 1 sur le maximum, bah je me suis pas servi ici de cette petite proposition là. C'est pas très grave, c'était quand même intéressant de la mettre parce qu'on aurait très bien pu s'en servir, mais là je l'ai fait de façon un peu plus directe et ici par suite d'égalité on se rend bien compte que la profondeur de P de E c'est la profondeur de E plus 1, ça tombe bien, c'est ce qu'on voulait démontrer. Allez, la dernière proposition qu'on va étudier pour aujourd'hui, c'est celle-ci. La profondeur de l'union, hein, dep de A union B, c'est le maximum des profondeurs. Pour la démonstration, c'est très simple, on utilise la même technique que tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va séparer l'union en faisant apparaître ici du coup les maximums locaux et le maximum global. Donc on utilise d'abord la définition évidemment de la profondeur. Ensuite, on sépare, donc les maximums locaux on reconnaît, hein, ici et ici, avec deux ensembles A et B, et puis le maximum global du coup qui s'intéresse au maximum du coup de l'union. Hein. C'est pour ça qu'on peut faire cette séparation. Ensuite, on fait ce qu'on aurait pu faire dans la démonstration précédente, mais qu'on a décidé de ne pas faire pour simplifier les choses, c'est en fait de distribuer ici le plus 1 dans le maximum. On a le droit de faire ça avec les maximums, hein. C'est parfaitement autorisé. Et là, ça fait apparaître, hein, ça saute aux yeux, du coup la profondeur de A, paf, et la profondeur de B, paf. Et on obtient bien la formule que l'on voulait, c'est-à-dire le maximum entre dep de A et dep de B. Et donc l'union, d'ailleurs, voilà un exemple de fonction bien définie sur nos ensembles profonds. On peut prendre deux ensembles de profondeur finie ou infinie, en faire l'union, et ça ne pose aucun problème. Cette proposition marque la fin de ce deuxième épisode de M'aider Recherche. Du coup, pour la prochaine fois, je te propose plusieurs pistes de réflexion supplémentaires. Par exemple, ici, on vient de le faire sur l'union, mais tu peux essayer de trouver une formule, si elle existe, sur l'intersection. Personnellement, je ne l'ai pas encore trouvée. Tu pourrais essayer, pourquoi pas, de parler aussi du cardinal,
parce que c'est vrai que pour l'instant, on n'a pas vraiment travaillé sur le cardinal des ensembles. La prochaine fois, on pourra introduire aussi la notion d'auto-appartenance, hein, d'accord, en acceptant donc qu'un ensemble E peut appartenir à lui-même. Et donc, on va essayer de voir où tout cela peut mener, évidemment, en termes de profondeur. Et pourquoi pas, je te propose aussi d'introduire la notion d'appartenance profonde. Pour faire simple, l'appartenance profonde, c'est ce genre de choses. Ici, tu vois que j'ai un ensemble qui contient 0 et qui contient aussi l'ensemble qui contient 1, 2 et 3. Eh bien, on peut dire que 3 a un ordre de profondeur de 2 pour cet ensemble, tout simplement parce que, regarde, 3, il n'appartient pas vraiment à cet ensemble, puisque cet ensemble n'a que 2 éléments, celui-ci et puis tout ceci. Par contre, si on rentre en profondeur dans l'ensemble et qu'on s'intéresse à cet élément-ci, eh ben là, par contre, 3 appartient bien ici à ce petit ensemble. Je t'invite notamment à essayer de formaliser cette notion d'appartenance profonde, essaye de trouver voilà, une proposition mathématique avec de jolis symboles, voir où est-ce que ça peut mener. Donc à nouveau, si tu as des idées, des propositions, si tu veux donner ton avis, ton opinion sur ce qu'on est en train de faire, je t'invite vraiment à le faire, c'est super important. Je t'invite à le faire dans l'espace commentaire de cette vidéo. Tu peux également le faire sur mon serveur Discord, hein, le serveur Médématique, que je te mets évidemment en lien dans la description. Et tu peux le faire en discutant un peu avec moi, un peu plus personnellement si tu le souhaites, c'est-à-dire par mail hein, à l'adresse qui s'affiche juste en bas de l'écran. C'est la fin de cette vidéo, je te remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout. Si elle t'a plu, partage-la sur tes réseaux sociaux, lâche un like, un commentaire pour donner ton avis, abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les futures vidéos. Mais surtout, si tu veux me soutenir financièrement, tu peux souscrire à la chaîne en cliquant sur le bouton rejoindre ou acheter l'un de mes t-shirts dans la Médé boutique. Merci et quant à moi je te dis à la prochaine, salut!